Jusqu'au début du XXe siècle, il fallait plusieurs semaines pour traverser l'Atlantique à bord des grands voiliers. Aujourd'hui, une nuit d'avion et nous sommes aux Antilles. Pourtant, ces îles recèlent encore certaines histoires méconnues. Je vous propose d'en découvrir une des plus dramatiques. Par les hublots, les îles apparaissent avec leurs côtes découpées, bordées de récifs coralliens et leurs sommets volcaniques empanachés de nuages. Plages de sable fin, ombragées par les cocotiers, bercées par le souffle des alizés, un rêve pour touristes pour qui la mer est un parc de loisirs. Dans l'eau tiède et cristalline, ils nagent en compagnie des poissons tropicaux, des tortues. Parfois, au détour d'un récif de corail, ils découvrent la silhouette inquiétante d'une épave, vestige d'un drame oublié. Depuis l'arrivée des Espagnols au XVe siècle, des centaines de bâtiments ont disparu, coulés au cours de batailles navales ou naufragés lors de cyclones. Les marins ont toujours craint les tempêtes tropicales, les cyclones. Mais jamais aucun marin n'aurait pu se douter qu'il pourrait être frappé par un cataclysme jailli des entrailles de la Terre. À 4h du matin, ce 8 mai 1902, le Roraima, un cargo mixte en provenance de New York, arrive en vue de la Martinique. Le capitaine Mugat observe l'île à la jumelle et découvre un spectacle étrange. La montagne qui surplombe la rade de Saint-Pierre est couverte de nuages sombres que le soleil peine à percer. Le Roraima, grand vapeur de la Québec Line, vient faire escale à Saint-Pierre pour y débarquer passagers et cargaisons. Ce navire dernier cri est équipé d'une machine à vapeur qui fait tourner une hélice, une nouveauté pour l'époque. Le Roraima n'est plus soumis aux caprices du vent et des courants qui tourmentent les marins des grands voiliers. Désormais, à 7 nœuds, il trace son sillage et assure des liaisons régulières entre les îles et les continents. Ce jour-là, dans la baie de Saint-Pierre, les derniers grands voiliers côtoient les premiers vapeurs. C'est la fin d'une époque. Les eaux de la rade sont grises, couvertes de cendres. Pourtant, des dizaines de bateaux sont au mouillage devant la ville. Voiliers, goélettes, 3 mâts sont serrés et côtoient un autre grand vapeur anglais, le Rodam. Rassuré par la présence de cette flottille, le capitaine décide de prendre le coffre de mouillage qui lui a été réservé par son agent portuaire. Il est 7 heures lorsque celui-ci, accompagné du médecin, monte à bord du Roraima. « Messieurs, que se passe-t-il » ? « Capitaine, ce n'est rien. Juste un mouvement d'humeur du volcan. Il crache et tousse depuis des mois, mais rien de très grave. De toute façon, vous êtes en mer. Vous ne risquez rien. Ce sont les conclusions de la commission scientifique. D'ailleurs, le gouverneur Moutet est en visite officielle à Saint-Pierre. C'est le jour de l'ascension. Il est venu rassurer la population, car nous sommes en pleine élection. Néanmoins, capitaine, je vous conseille de reprendre la mer pour Sainte-Lucie, car les gabiers ne travailleront pas ce jour férié. » Sur la passerelle, l'officier en second, Hilary Scott, suit la conversation avec le médecin. Ce dernier, plus inquiet, le met en garde. « Vous devriez le faire. D'autres bateaux sont partis discrètement pendant la nuit. Depuis des semaines, nous subissons des tremblements de terre, des raz-de-marée. Un glissement de terrain a emporté l'usine à sucre Guérin. L'air est irrespirable. On ne compte plus les morts. Croyez-moi, si je pouvais, je quitterais Saint-Pierre sans hésiter. Mais le gouverneur a refusé de faire évacuer la ville. C'est les élections. » Le commandant hésite. Quelques passagers montent sur le pont et observent le volcan qui crache et tousse. Certains prennent des photos. Ils veulent profiter de cette escale tropicale réputée charmante. La ville de Saint-Pierre est renommée pour ses jardins, ses rues pavées éclairées par l'électricité, ses tramways, son théâtre, son hôpital, ses 35 romeries et ses cabarets qui accueillent les marins embordés. C'est le petit Paris des Antilles.
mais Lafcadio Hearn, poète visionnaire, l'a surnommée la Pompéi des Caraïbes. À 8h, les cloches de la cathédrale sonnent pour la communion. Le soleil a réussi à percer les nuages et Saint-Pierre revit sous son linceul de cendres. Soudain, l'atmosphère est ébranlée par une rafale de coups de canon assourdissants. À bord du Roraima, des regards se tournent vers la montagne. Le Mont Pelé a jeté son masque et révèle sa rage. De son flanc déchiré jaillit un tourbillon de nuages noirs qui s'élève, puis se rabat sur la ville. Saint-Pierre disparaît derrière un écran de fumée. D'abord pétrifiés, les officiers du Roraima se ressaisissent. « Relancez la machine, coupez la chaîne, en arrière toutes !» Les coques en bois, les gréements s'enflamment, les mains se brisent, les cargaisons de sucre, de mélasse, de rhum explosent. Se coiffant avec le capuchon d'un ventilateur, l'officier en second échappe à la nuit ardente, mais le souffle précipite le commandant Muga à la mer. Les marins et les passagers sont horriblement brûlés. Seul officier à bord, Scott organise les secours. Il ne restera que 4 hommes valides sur le Roraima, en feu, pris au piège. Un seul bâtiment réussira à échapper à cet enfer, c'est le vapeur Rodam. Il frôle le Roraima et disparaît. Parvenu à Sainte-Lucie, son capitaine déclarera « Nous venons des portes de l'enfer. Saint-Pierre n'existe plus. » À 2h de l'après-midi, alors que le vent a dissipé la nuée, le croiseur Suchet arrive pour porter secours aux victimes. L'équipage découvre un spectacle apocalyptique. À bord du Roraima en flammes, il recueille 26 survivants, mais la plupart vont mourir pendant leur trajet à Fort-de-France. La rade de Saint-Pierre conserve sous les flots les vestiges d'une des plus grandes catastrophes maritimes de la planète. Plonger sur l'épave du Roraima, c'est faire un voyage dans le temps. Le Roraima repose sur le sable, par 50 mètres de fond, à l'endroit même où il a coulé. Les tôles, brûlées, calcinées, témoignent de la violence du cataclysme. Nous glissons le long des coursives, hantés par les spectres des passagers et des marins. Voici la proue, où se trouve l'ancre de miséricorde, le treuil. La cheminée, rasée. La cale avant. L'entrée de la passerelle de commandement. La chambre froide. La salle des machines. Les chaudières. Les cales et leur chargement de lampes fondues, tordues par la fournaise. Des bidons de kérosène, des pots, des casseroles sont enfouis sous la cendre du volcan. Au fil des années, le Roraima est devenu un jardin corallien. Le plancton, les éponges se sont fixés sur les parois métalliques. Le commandant Cousteau l'a d'ailleurs surnommé l'épave aux cheveux blancs. Désormais, mérous, monts-bains, pagres et poissons-lions ont remplacé marins et passagers. À terre, la ville est rasée.
En quelques instants, 30 000 Pirotins ont péri carbonisés. Pendant plusieurs années, la montagne Pelée est restée active, puis elle s'est assoupie et la population est revenue s'installer vers 1936. Peu à peu, Saint-Pierre revit. En 1902, l'éruption de la montagne Pelée avec ses 30 000 morts a provoqué la stupeur. Depuis, à terre, la végétation tropicale a dissimulé les cicatrices de l'éruption et la vie sous-marine a repris ses droits. À quelques dizaines de mètres à peine du rivage, gisent désormais une douzaine d'épaves, des dizaines d'ancres, de coffres, découverts au fil des avancées de l'homme sous la mer. Les pêcheurs pirotins les ont localisés, les pionniers de la plongée en sont les inventeurs, et des documentaires comme ceux du commandant Cousteau ont révélé la rade de Saint-Pierre comme un site exceptionnel par son histoire, son immédiate proximité, ses eaux calmes et cristallines. L'ensemble contribuant au développement touristique et culturel de la ville. Et si la démocratisation de la plongée ainsi que celle de la plaisance ont parfois occasionné des dommages à ce patrimoine sous-marin unique au monde, ce sanctuaire est désormais préservé par un balisage interdisant tout mouillage. Les touristes viennent, visitent le musée, photographient les ruines de théâtre, la cathédrale, le cachot où a survécu Syparis. Certains viennent aussi pour les épaves. Ils passent, le temps d'une balade ou d'une plongée, et repartent songeurs. Quand le volcan va-t-il se réveiller ? Il y a bien longtemps, des Indiens vivaient le long de ces rivages. Ils pêchaient, ils cultivaient le manioc, ils avaient planté leur carbet. Mais ils connaissaient la fureur du volcan, qu'ils appelaient la montagne de feu. Traqués par les colons en haut d'une falaise, ils ont hurlé avant de se jeter dans le vide « La montagne de feu nous vengera ».